I wanna be a billionaire so fucking bad. 1 milliard, 3 milliards, 5 milliards d'écoutes. En 2009, quand il prononce ces mots, Bruno Mars n'a pas un centime en poche. Aujourd'hui, il ne compte plus sa fortune en dollars, mais en disques de diamants. De l'enfant star d'Hawaï à l'arrestation qui a failli détruire sa carrière, comment Bruno Mars transforme-t-il la moindre mélodie en un phénomène planétaire ? Bienvenue dans la vie de la machine à tubes la plus redoutable de notre époque. Bienvenue dans l'histoire de Bruno Mars. 8 octobre 1985 à Honolulu, à Hawaï, naît un enfant nommé Peter Gene Hernandez. Son père, Pete San Pedro, a des origines portoricaines et juives ashkénazes. Il est né à Brooklyn et y a grandi. Sa maman, Bernadette San Pedro Bayo, a quant à elle quitté Manille aux Philippines à l'âge de 10 ans en direction de San Francisco. Lors d'une simple escale à Hawaï, Bernadette et sa famille ont un coup de foudre pour l'île et décident de s'y installer. Ce métissage culturel unique deviendra la fondation de Bruno Mars et c'est ce qui va façonner toute son identité musicale. Dans les années 1970, ses parents arrivent donc réciproquement sur l'île. Ils se rencontrent autour de la musique au cœur de la revue musicale locale. Chez eux, la musique n'est pas un simple loisir, c'est le quotidien. Ses parents sont des professionnels du spectacle. Lui est un percussionniste de salsa et elle anime des scènes locales par le chant et la danse. Tu l'as compris, dans ce foyer, on vit, on mange, on dort, musique. Peter apprend le rythme instinctivement par l'écoute avant même de savoir lire. Et à seulement 2 ans, le petit garçon se révèle particulièrement vif et doté d'une assurance surprenante. En le regardant s'imposer ainsi dans le salon, son père lui trouve instantanément une attitude d'une légende de l'époque, le catcheur professionnel Bruno Sammartino. Il devient son identité, synonyme de force et d'affirmation. À 4 ans, son père décide de l'intégrer officiellement au groupe familial The Love Notes. Et en fait, le groupe, il était déjà pas mal connu dans le milieu du divertissement local de Waikiki, un quartier d'Honolulu. Le rythme devient immédiatement intense, l'enfant se produit devant des parterres de touristes venus du monde entier, et ce cadre ultra professionnel est très exigeant. Et c'est dans ce contexte, hors norme, qu'un phénomène prend vie. Little Elvis. Fasciné par Elvis Presley, Bruno développe une imitation de ce dernier d'une précision déconcertante pour son âge. Tout y est, coiffure banane, le célèbre rictus du coin des lèvres et le déhanché si caractéristique. Sur les planches, sa présence scénique précoce et son assurance bluffent les spectateurs. Et donc, forcément, la notoriété de Bruno dépasse rapidement les frontières de l'île. En 92, à seulement 7 ans, il décroche un caméo dans le film Honeymoon in Vegas. Vêtu d'un costume de scène complet, Bruno livre une performance devenant l'un des moments d'ailleurs les plus mémorables et cultes du film. Cette discipline, acquise dans l'exigence du show familial, forgera indéniablement le performeur qu'il est aujourd'hui. Et avant même d'atteindre l'adolescence, Bruno possède déjà les clés pour captiver n'importe quelle audience. À l'âge de 12 ans, les parents de Bruno divorcent. Le groupe familial cesse ses activités. Après cette séparation, Bruno va vivre avec son père et son frère dans une grande précarité. Ils dorment tour à tour dans une voiture, sur des toits d'immeubles et dans un bâtiment abandonné de Paradise Park. Ils vont finir par retrouver des logements et une certaine stabilité. Mais pendant cette période extrêmement difficile, son horizon musical s'élargit bien au-delà du répertoire d'Elvis. C'est l'époque des magnétoscopes et des cassettes VHS que l'on visionne en boucle jusqu'à l'usure. Bruno passe des heures cloîtré dans sa chambre à disséquer le jeu de scène de James Brown, l'audace de Prince. D'ailleurs, une vidéo y est dédiée sur la chaîne si le sujet vous intéresse. Surtout, il analyse la précision millimétrée des chorégraphies de Michael Jackson. En parfait autodidacte, il apprend tour à tour la guitare, la batterie, le piano et la basse. Et sans s'en rendre compte, il est en train de devenir un musicien total, capable de porter un morceau entièrement sur ses épaules. À l'adolescence,
sa dynamique change. Au lycée Theodore Roosevelt, Bruno s'éloigne un temps du cocon familial pour monter son propre groupe avec ses amis The Cool Boys. C'est sa première expérience de liberté artistique. Ensemble, ils se passionnent pour le doo-wop des années 50. Le doo-wop, c'est un genre musical dérivé du rhythm and blues et du rock and roll qui a vu le jour dans les communautés afro-américaines et qui a connu un immense succès aux États-Unis. Il se passionne aussi pour le R&B des années 90 qui domine alors toutes les radios. Dans les couloirs du lycée et lors des fêtes locales, le groupe peaufine ses harmonies vocales. Bruno passe des journées entières à caler les voix, il s'entraîne à fond. Devant un public de son âge, Bruno valide une chose, son magnétisme fonctionne aussi en dehors du show familial. Arrive l'année 2002, fraîchement diplômé, Bruno se retrouve à la croisée des chemins. À Hawaï, sa situation est idéale, c'est une figure locale, un musicien respecté, mais l'île commence à lui sembler trop étroite pour ses rêves de grandeur. Le dilemme est le suivant, faut-il rester le roi d'Honolulu ou tout abandonner pour tenter l'impossible? Et c'est sa grande sœur, Jamie, qui va bousculer son destin. Elle prend l'initiative d'envoyer une cassette de démo de Bruno à un contact basé en Californie, Mike Lean, qui travaille à l'époque comme responsable du repérage des talents pour le label de Dr. Dre. Quand Mike Lean écoute la cassette, il entend un potentiel vocal hors du commun, il appelle directement Bruno à Hawaï et lui fait comprendre qu'il a sa place à Los Angeles. À 17 ans, Bruno prend son billet d'avion pour plonger anonymement dans la jungle de Los Angeles. Mais à Hollywood, la réalité est beaucoup plus dure que prévu. Mike Lean l'aide à faire des sessions de studio, mais on veut tout de suite l'enfermer dans une case, celle de la musique latine, alors en pleine explosion aux États-Unis. Bruno refuse d'être catalogué, il veut être libre de naviguer entre la pop, le rock et le R&B. Le contrat avec le label de Dr. Dre ne se concrétisera finalement jamais. Bruno se retrouve à la rue, il enchaîne les motels miteux et ment sur ses compétences pour décrocher des petits boulots de DJ pour ne pas mourir de faim. Mais l'année suivante, en 2004, le rêve semble enfin se concrétiser. Le mythique label Motown Records, notamment connu pour être le label de Michael Jackson, repère le jeune homme et lui propose un contrat. C'est l'euphorie. Pourtant, dans les coulisses, l'enthousiasme tombe vite. Les directeurs artistiques sont perplexes. Personne ne sait comment formater ce style si particulier qu'a Bruno. Sa musique, qui mélange déjà une multitude d'influences et de sonorités, qui ne rentre dans aucune des cases imposées par les radios de l'époque. Le projet patine, les mois passent en studio, et moins d'un an après sa signature, Motown prend une décision radicale. Le label rompt le contrat, Bruno est viré sans avoir pu sortir la moindre chanson. Vous le verrez, mais avec du recul, Bruno Mars dira ça. I was too young. I didn't know what it was like. I know I can sing, but there's so much more that I had to learn. I didn't know what it took to record and be a recording artist. Now, okay, now you got to write songs. Now you got to establish who you are. I don't know if anyone knows who they are at 18 years old. Mais sur le moment, l'échec est si lourd à porter qu'il envisage sérieusement de tout abandonner et de retourner à Hawaï. Mais il se l'interdit. Il a peur de devoir affronter le regard de ses amis et de sa famille pour leur avouer que le rêve n'a pas fonctionné. Cette crainte va pousser Bruno à travailler sans relâche. Tous les jours, il se met à écrire, à composer et à s'initier à la production. Il va d'abord accumuler une quantité industrielle de morceaux médiocres pour apprendre en fait le métier. Et un jour, le batteur Keith Harris propose alors à Bruno de rencontrer un autre auteur lui-même en galère, Philip Lawrence. Persuadé que le duo peut faire des étincelles, il organise un rendez-vous. Pour ces deux artistes en galère, la musique était devenue une sorte de corvée, ils en avaient marre. Mais ensemble, ils retrouvent instantanément le goût de s'amuser. Ils rient, ils se vannent, c'est une sorte de symbiose amicale et ils vont plier leur toute première chanson en quelques heures. Pourtant, la misère financière les rattrape vite. C'est à ce moment-là que Brandon Creed, leur futur manager, entre en scène. Il cherche désespérément des titres pour relancer le boys band Menudo et découvre Lost, une ballade intime écrite par le duo. Brandon Creed propose tout de suite de racheter ce morceau pour $20,000. Pour les deux musiciens fauchés à ce moment-là, cette somme est un miracle. C'est précisément durant cette période de réinvention que le jeune Bruno choisit d'adopter le nom de scène Mars. Un bouclier selon lui stratégique pour effacer son nom Hernandez et éviter que l'industrie ne l'enferme sans cesse dans la case exclusive de la musique latine. Désormais inséparables, Bruno et Philippe passent leur nuit à composer. Et en 2008, ils signent d'abord ce titre.
Mais le véritable coup de tonnerre se prépare lors d'une discussion improvisée avec un jeune directeur artistique d'Atlantic Records, nommé Aaron Baychuk. Désormais, ce mec, c'est juste le PDG de Warner Bros. Records. Aaron Baychuk recherche un tube pour le rappeur Florida. Et il a une idée précise, moderniser la mélodie d'un tube culte des années 80. À toute vitesse, ils réécrivent les paroles et enregistrent la démo du refrain. Et ça donne ça. Le titre devient un raz-de-marée mondial, il pulvérise tous les records de vente numérique. Dans les coulisses, Aaron Baychuk est sidéré. Au-delà du tube, c'est la voix témoin de Bruno Mars sur la maquette qui le frappe. Il comprend immédiatement que ce ghostwriter de l'époque possède un magnétisme rare, celui d'une pop star mondiale. La même année, Bruno Mars signe officiellement son tout premier contrat d'artiste chez Atlantic Records. Pour industrialiser leur succès naissant, Bruno Mars et Philip Lawrence s'associent la même année à l'ingénieur du son Harry Levin. Le trio fonde The Smithingtons. À ce moment-là, pas question pour Atlantic Records d'aller trop vite et de brûler sa nouvelle cartouche qu'est Bruno Mars. Plutôt que de lancer Bruno en solo, on préfère installer sa voix et sa plume sur des projets des autres pour tester son impact auprès du grand public. Ils écrivent, composent et enchaînent les réussites internationales. Mais aussi l'hymne mondial. Mais il ne s'arrête pas là, il signe également. Et allez, un petit dernier. Et oui, Bruno Mars et son équipe sont derrière tous ces titres. Et vous allez voir, ça ne s'arrête pas là du tout. À la fin des années 2000, Bruno Mars est devenu un des auteurs les plus convoités d'Amérique. Pourtant, pour le grand public, il reste un fantôme total. Au début de l'année 2010, Atlantic Records décide que l'on verra enfin Bruno Mars sur les ondes. Mais avant, tout a failli capoter. Le morceau s'appelle Nothing on You et sa démo est initialement envoyée au rappeur Lupe Fiasco. La version enregistrée ne convainc pas totalement le label, qui la juge trop éloignée du grand public. Aaron Baychuk, le directeur artistique d'Atlantic Records, prend alors un pari risqué. Il transfère le titre à une nouvelle recrue, le rappeur B.O.B. B.O.B, il est notamment connu pour ça. Sur le morceau Nothing on You, le directeur artistique pose une condition non négociable. Il veut absolument que l'on conserve la voix de Bruno Mars sur le refrain. Et ça va être le coup de génie. Le morceau s'envole instantanément à la première place du Billboard. Pour la première fois, le monde entier découvre cette voix singulière. Et Bruno Mars, il va enfoncer le clou quelques mois plus tard. Il s'associe alors à Travis McCoy, qui est dans le même label, et il s'associe à lui pour le titre suivant. Pour comprendre l'origine de ce morceau, il faut remonter rapidement à l'été 2009, lors d'un voyage à Londres. Sur le papier, la situation semble totalement paradoxale. Bruno Mars et Philip Lawrence ont tout juste composé ça pour Florida. Le morceau qui a détrôné tous les records de vente depuis le début d'année. Pourtant, sur leur compte bancaire, eh bien, les deux créateurs, ils n'ont toujours rien. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, l'argent d'un tube mondial met du temps à être collecté et à être reversé aux auteurs. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui participent au succès d'un tel titre et par conséquent, le gâteau total, il est divisé. Et les ghostwriters ne sont pas des têtes d'affiche et donc ils ne touchent pas des masses dans un morceau comme ça. Le fait est qu'à ce moment-là, Bruno et Philippe sont loin de l'argent qu'ils ont aujourd'hui. Et un après-midi, Bruno Mars sature, il attrape sa guitare et entre deux soupirs, une phrase lui échappe. I wanna be a billionaire so fucking bad. Philip Lawrence enchaîne. Ce qui n'est au départ qu'une plainte ironique entre deux potes devient un refrain d'une efficacité redoutable. Ils enregistrent une maquette épurée et rentrent à Los Angeles avec ce bout de bande-son sous le bras. Dans les bureaux d'Atlantic Records, le directeur artistique, Aaron Baychuk, écoute la démo
il décèle aussitôt l'immense potentiel du titre, bien joué. Et au même moment, Travis McCoy prépare son tout premier album solo et cherche un titre fort capable d'installer son identité. Aaron Baychuk le convoque et lui fait écouter la voix de Bruno Mars sur cette fameuse maquette. Pour le rappeur, c'est un coup de foudre musical. Pour Bruno Mars, s'allier à une star déjà installée et respectée va lui offrir une vitrine monumentale et une crédibilité immédiate. En studio, la chimie est instantanée. Travis McCoy pose son flow décontracté et écrit ses couplets en quelques heures. Il y injecte ses propres fantasmes de richesse, de la couverture du magazine Forbes aux soirées privées d'Oprah Winfrey. Bruno, de son côté, conserve la pureté de son refrain d'origine. Sorti au printemps 2010, juste après le carton de Nothing on You, Billionaire devient l'hymne de l'été. Le public s'approprie massivement ce morceau qui résonne avec la crise économique récente de l'époque. En quelques semaines, le titre squatte le sommet des charts internationaux, s'installe confortablement dans le top 5 américain et s'écoule à des millions d'exemplaires numériques. En chantant sa détresse financière et son rêve de fortune, Bruno Mars vient de signer le morceau qui le met définitivement à l'abri du besoin et le propulse au rang de star internationale. Atlantic Records décide d'enclencher la vitesse supérieure. Le label opte pour un format court et stratégique, une sorte d'EP d'introduction par 4 titres. La pièce maîtresse de ce mini-album, c'est ça. On retrouve aux côtés de Bruno Mars, B.O.B. et l'artiste CeeLo Green. Mais c'est lui la star. On retrouve aussi dans cette EP et ou encore l'accueil du public et de la critique est si positif qu'il agit comme un feu vert définitif pour Atlantic Records. Tout est prêt pour le grand saut en solo. Et en juillet 2010, Bruno Mars lance son tout premier single officiel. Je ne sais même pas si j'ai besoin de vous parler du succès de ce morceau tant il est connu. Just the Way You Are déclenche à nouveau un raz-de-marée mondial. Le titre s'empare des radios, il s'impose comme l'hymne de l'année et grimpe tout droit vers la première place du Billboard. Just the Way You Are va rapporter à Bruno Mars, alors âgé de 25 ans, son tout premier Grammy Award pour la meilleure performance vocale pop masculine. Mais malheureusement, un tout petit peu avant les Grammy, alors qu'il est au sommet, tout semble basculer. Le 19 septembre 2010, alors que son morceau Just the Way You Are est en haut des classements et qu'il est en pleine promotion à Las Vegas, Bruno Mars est arrêté par la sécurité dans les toilettes du Hard Rock Hotel. Il est arrêté en possession de 2,6 grammes de... Quelques heures plus tard, les médias du monde entier vont diffuser sa photo d'identité judiciaire. Elle fait le tour du monde. Bruno Mars va expliquer ses profonds regrets et expliquer avoir agi de manière stupide le coup de la pression soudaine de la célébrité. Et en fait, il va plaider coupable devant le tribunal de Las Vegas. Il va payer une amende de $2000 et il va effectuer 230 heures de travaux d'intérêt général et il va également suivre 8 heures de cours sur les dangers de la drogue. Voilà pour le bad buzz. Et c'est donc dans ce climat électrique, à peine 2 semaines après les turbulences de Las Vegas, que le premier album studio de Bruno Mars va sortir. Le titre, il résume à lui tout seul l'ambivalence de l'artiste, doo-wops et hooligans. D'un côté, le doo-wop, dont on a déjà parlé, qui incarne cette soul douce, harmonieuse et nostalgique des années 50, qui a bercé son enfance à Hawaï. Et de l'autre, les hooligans, qui apportent une énergie brute, moderne, résolument rock et urbaine. Bref, l'album est propulsé par plusieurs singles qui vont instantanément s'installer dans la culture pop. Le premier d'entre eux, évidemment, Just the Way You Are, qui fait déjà office de rouleau compresseur tant il est puissant. Et surtout, on retrouve dans cet album ce titre. Le morceau est sombre, théâtral, douloureux, le succès est colossal. Le titre se classe numéro 1 dans plus de 15 pays. Et aux États-Unis, il réalise un exploit rarissime en grimpant au sommet du Billboard à 3 reprises différentes au fil des semaines. Et en quelques mois, plus de 10 millions de copies numériques s'écoulent. L'impact de Grenade est aussi visuel, grâce à un clip mémorable réalisé par Nabil Elderkin. Ce dernier a par exemple réalisé le clip suivant. Ou encore plus récemment,
Dans le clip de Grenade, on y voit Bruno Mars en costume traîner un lourd piano à la seule force de ses bras. La vidéo est virale et elle franchira le milliard de vues sur YouTube. Le morceau est si puissant qu'il décrochera un peu plus tard 3 nominations majeures aux Grammy Awards. Et tout de suite, un nouvel extrait d'un titre de cet album. Today I don't feel like doing anything. 3 milliards de vues sur YouTube. 3 milliards. Mais ça me choque énorme. The Lazy Song devient disque de diamant avec plus de 10 millions d'unités d'écoute. Le clip est trop fort. Pour porter cette ode à la procrastination et à la flemme, pas de super production américaine. Bruno Mars mise sur un coup de génie, un plan séquence unique dans une simple chambre où il chante entouré de danseurs masqués en singes. Ce clip, fait maison et complètement décalé, devient instantanément viral. Bruno Mars, il va même pousser le délire encore plus loin avec une version alternative, un deuxième clip de ce titre, en mettant en scène l'acteur légendaire de Star Trek, Leonard Nimoy, vivant sa meilleure vie en peignoir et en pantoufles. Et dans l'album, on retrouve aussi d'autres chansons que je suis obligée de citer. Mais aussi l'album Do Wops et Hooligans est un immense succès planétaire. Bruno Mars s'apprête à entamer sa toute première grande tournée internationale. Il faut savoir que cet album reste dans le top 10 des albums les plus écoutés de tous les temps et Bruno Mars est devenu le premier artiste de l'histoire à décrocher 6 singles certifiés diamant, donc plus de 10 millions d'unités chacun aux États-Unis. C'est quand même pas rien. Histoire de ne pas s'enfermer dans quelque chose de trop lisse, Bruno Mars va s'imposer là où personne ne l'attend, le rap. En juin 2011, Eminem et Ross da 59, j'espère que je le dis bien, font appel à lui pour leur grand retour avec leur album Bad Meets Evil. Bruno Mars coproduit le morceau et signe le refrain de C'est un choc des mondes, qui va d'ailleurs décrocher la 4e place du Billboard. Quelques mois plus tard, en octobre 2011, il s'associe à 2 figures de la musique, Snoop Dogg et Wiz Khalifa. Et oui, c'est bien sa voix sur ce refrain ultra fédérateur. Le morceau se hisse directement dans le top 10 du Billboard et il décroche une nomination aux Grammy Awards de 2013. En fait, Bruno Mars, il a quelque chose d'universel et c'est d'ailleurs pour ça que les collaborations avec d'autres artistes internationaux s'enchaînent. Il offre la ballade suivante à Alicia Keys. Il travaille ensuite avec Jay-Z, Kanye West et Beyoncé pour le titre suivant. Puis on vient le chercher pour signer. Ce titre est choisi comme le morceau phare du 4e volet de la saga phénomène, Twilight, chapitre 4, Révélation. Ce qui est dingue, c'est que sans même sortir le moindre album solo cette année-là, Bruno Mars, il a magnifiquement saturé les radios dans des styles, 3 styles radicalement différents. Et à partir de là, Bruno Mars, il se met à confectionner son 2e album, et pas des moindres. En s'enfermant en studio pour le confectionner, il a une seule obsession, la liberté. En interview, l'artiste il va d'ailleurs raconter que les maisons de disques étaient totalement déroutées par ces nouvelles maquettes. Il passait du rock au funk, au reggae, à la pop. Bref, il changeait de style d'un morceau à l'autre et le label va lui reprocher d'avoir créé un disque trop éparpillé qui ressemble simplement à un jukebox. Bruno Mars trouve le titre de son prochain album. Ce sera Unorthodox Jukebox. Le making-of de l'album montre une ambiance de vieux studio rock. On y voit notamment Mark Ronson et Jeff Bashker, notamment connus pour avoir façonné les univers musicaux d'Amy Winehouse et de Kanye West. Ils sont à la recherche d'un son organique imparfait. Et en octobre 2012 sort le tout premier single de cet album. Les radios sont d'abord surprises par ce virage rétro-rock, puis la réception mondiale va être foudroyante. Le titre s'empare de la première place du Billboard et y reste vissé pendant 6 semaines consécutives, trop fort. Au début de l'année 2013, un 2e single officiel.
C'est une mise à nu totale, un piano-voix d'une vulnérabilité absolue. L'artiste confiera plus tard que c'est la chanson la plus douloureuse qu'il ait jamais eu à écrire et à chanter, née de la peur viscérale de perdre la femme qui partage sa vie. Je tiens à préciser qu'apparemment il partage sa vie à ce moment-là avec Jessica Caban. Cette tornade médiatique trouve son apogée en février 2013 sur la scène la plus prestigieuse de l'industrie à nouveau, les Grammy Awards. Ce soir-là, il livre une performance qui entre instantanément dans l'histoire de la cérémonie. Il commence seul sous les projecteurs avec son titre phare, puis le show bascule dans une autre dimension lorsque Sting le rejoint sur scène, suivi de Rihanna, Ziggy et Damian Marley pour un hommage historique à Bob Marley. Au milieu de ces légendes, Bruno Mars, il mène la danse, il surfe sur la vague de son triomphe planétaire, il annonce dans la foulée une grande tournée mondiale des arénas, le Moonshine Jungle Tour, et en quelques semaines, la ballade When I Was Your Man grimpe à son tour tout en haut des charts américains. Ce succès historique fait de Bruno Mars le premier artiste masculin à classer 2 singles d'un même album numéro 1 en un temps record. À l'approche de l'été 2013, il est temps de rallumer les projecteurs et de faire danser les foules. Bruno dégaine son 3e single. C'est une plongée nostalgique et colorée dans le funk et le disco de la fin des années 70. Le morceau devient top 5 mondial, évidemment. Et pour parfaire ce tableau, plus rien ne l'arrête, il enchaîne avec... Il a enchaîné les masterclass. La trajectoire d'un orthodoxe jukebox se transforme en un triomphe critique et commercial sans faute, propulsant l'album à la première place du Billboard. Bruno Mars ne s'est pas contenté de confirmer son statut, il a pété tous les scores. L'année suivante, l'industrie musicale s'incline définitivement en lui décernant le Grammy du meilleur album vocal pop. Je suis preneuse de vos avis sur cet album en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est un artiste installé, fait pour durer. Mais malheureusement en coulisses, ça va être beaucoup plus sombre. Cette même année, alors que la machine tourne à plein régime et que Bruno Mars s'apprête à lancer son immense tournée mondiale, sa mère, Bernadette, meurt. Pour l'artiste, la nouvelle est d'une violence totale. Elle était son pilier, sa boussole, sa première fan. C'est elle qui l'avait poussé sur la scène depuis son plus jeune âge. Mais peu importe, le calendrier de l'industrie est implacable, il ne s'arrête pas, et quelques mois à peine la perte de sa maman, Bruno Mars est choisi pour être la tête d'affiche du concert de la mi-temps du prestigieux Super Bowl de février 2014. Mais l'annonce va déclencher instantanément une vague de scepticisme. Les critiques et les médias s'insurgent. Pour eux, le choix est incompréhensible. Bruno Mars n'a que 2 albums à son actif, on le juge trop jeune, pas assez imposant pour porter un tel show. À titre de comparaison, Prince par exemple, quand il a fait le Super Bowl, il était à 32 albums sortis. Paul McCartney, 22 albums. Madonna, 11 albums. Donc les critiques, elles vont s'en servir et elles vont fuser. You know, the NFL is such a prestigious stage that they give the new guy a shot. And I'm so grateful for that. Le 2 février 2014, la réponse de Bruno Mars se fait directement sur scène. Devant des millions de téléspectateurs, il ouvre son show de la manière la plus inattendue possible, seul derrière une batterie, livrant un solo d'une technicité irréprochable. Dans la foulée, son groupe arrive sur scène pour enchaîner les chorés. Je précise ici d'ailleurs que son groupe The Hooligans comprend notamment son frère, Eric Hernandez, qui est son batteur. Histoire de ne pas faire les choses à moitié durant ce show, il invite les Red Hot Chili Peppers à les rejoindre. C'est un triomphe historique avec 115,3 millions de téléspectateurs. Bruno Mars brise le record d'audience absolu, à ce moment-là, de l'histoire du Super Bowl. En moins de 15 minutes, toutes les critiques sont balayées et réduites au silence. Après le Super Bowl, alors que Bruno Mars savoure son triomphe, le producteur Mark Ronson l'invite à le rejoindre en studio. Les 2 hommes se connaissent par cœur, ils ont déjà travaillé ensemble, et cette fois-ci, c'est Mark qui prépare son propre album solo, et il veut que Bruno Mars y pose la voix. Il s'enferme dans le studio de l'artiste à Hollywood. En fait, les artistes sur le moment, ils vont avoir aucune inspi. Et pour sortir de cette impasse et évacuer la frustration, Bruno Mars décide de s'installer derrière la batterie. Mark Ronson attrape une basse et Jeff Bashker, également présent, s'assoit au synthétiseur. Et là, la
magie du groove opère. Un premier couplet naît. En fait, ils vont s'arrêter à ce premier couplet, l'inspiration s'évapore complètement. L'équipe se retrouve bloquée avec un morceau inachevé et en fait, à ce moment-là, Bruno Mars, il va entamer une tournée mondiale. Donc en fait, il n'a pas le temps de rester en studio. Bon, Mark Ronson s'avère être quelqu'un de particulièrement déterminé et il refuse de laisser mourir ce début de titre et il se met à chasser Bruno à travers le monde en profitant des escales de sa tournée mondiale pour aller grappiller quelques heures de studio. La création du titre est très laborieuse, elle va durer près de 7 mois et elle va virer en fait à l'obsession, mais les deux artistes accouchent d'un monstre. Comme d'habitude, le son écrase tout sur son passage et il s'empare de la première place du Billboard pour y rester pendant 14 semaines consécutives. Le clip de Uptown Funk représente 5,8 milliards de vues. Bref, top 5 des vidéos les plus vues de tous les temps sur YouTube. Le clip est d'une efficacité redoutable. Il dépasse toutes les frontières de la musique et vient s'imposer comme l'hymne festif absolu de la décennie. Mais ce succès a quand même son lot de turbulences. Plusieurs légendes du funk des années 80 vont attaquer le morceau. Par exemple, le groupe College attaque le titre pour son tempo, sa rythmique et sa ligne de guitare calquée selon eux sur leur morceau Young Girl. Puis, le trio de rap féminin, The Sequence, affirme que l'accroche même du morceau et son fameux Funk You Up provient de leur titre. La véritable menace, c'est surtout la réclamation du groupe. Écoutez leur tube de 1980. Voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez quant à la ressemblance. L'équipe de Bruno Mars refuse de prendre le moindre risque. Ils règlent ça immédiatement à l'amiable, sans faire de bruit. Ils ajoutent les membres du groupe au crédit d'écriture officielle, leur abandonnant au passage 17% des royalties. Je précise quand même que le rappeur Trinidad James récupère lui aussi sa part pour un emprunt de gimmick, mais les autres groupes qui tenteront d'attaquer le morceau en justice se casseront les dents. Et comme à son habitude, Bruno Mars enchaîne les succès, il s'installe en studio avec Adele pour participer à l'album événement de la chanteuse 25. Adele va raconter plus tard la ferveur et l'énergie brute qui régnait dans la pièce lors de leur rencontre. I wrote this song with Bruno Mars and it was the best ever time of my life in the studio with him. Les artistes composent ça. Ce titre est d'une puissance dramatique rare qui exige une technique vocale monumentale. Je vous mets un extrait de la démo de Bruno Mars de ce titre. Année 2016, Bruno Mars est rappelé pour le Super Bowl. Coldplay mène le show. Il invite alors deux des plus grands monstres scéniques du moment, Beyoncé et Bruno Mars. Et ça donnera ça. Face à Beyoncé et à son armée de danseuses, Bruno Mars débarque en total look cuir noir. Rupture esthétique radicale qu'il faut quand même considérer. Il porte désormais des chemises en soie Versace, grandes ouvertes, des bijoux en or massif et des casquettes de baseball. Ce relooking, c'est le prolongement visuel d'une révolution musicale et après 4 ans depuis son précédent album, Bruno Mars sort... C'est une décharge d'énergie pure. Bruno Mars l'a décrit sur Instagram comme une invitation à la fête. Actuellement, ce titre, c'est 1,7 milliard de vues sur YouTube. On retrouve également dans cet album ce titre. Ou encore... Pour cet album, Bruno Mars a en quelque sorte réinventé sa méthode de travail. Son trio de production historique, les Missingtons, a volé en éclats après le départ d'Harry Levine quelques années plus tôt. Pour le remplacer, Bruno Mars a fait monter en première ligne Christopher Brody Brown. Ensemble, ils fondent un tout nouveau collectif, Shampoo, Press and Curl. Et en studio, leur obsession va être totale. Ils bannissent le numérique et enregistrent chaque ligne de basse sur de vieux instruments pour retrouver le grain vintage des années 90. Cette rigueur et ce talent, ça va permettre à Bruno Mars de réaliser le grand chelem historique de sa carrière. Il est nommé à 6 reprises aux Grammy Awards, carton plein. Surtout, il réussit l'exploit rarissime de décrocher les 3 prix phares de la soirée, l'album de l'année pour 24K Magic, l'enregistrement de l'année
pour le single et la chanson de l'année pour That's What I Like. Triomphe total. Ce sacre critique se double immédiatement d'un séisme économique, la tournée mondiale, le 24K Magic World Tour. Cette tournée prend des proportions énormes et pendant près de 2 ans, Bruno Mars et son groupe vont arpenter les 4 coins du monde pour 214 dates, plus de 367 millions de dollars de recettes. Bruno Mars s'impose définitivement comme le performeur le plus rentable de la génération. Après cette gloire planétaire, Bruno Mars va se faire plutôt discret pendant quelques temps, mais cette mise en retrait de sa propre carrière ne l'empêche évidemment pas de prêter sa plume à d'autres. Et on le retrouve notamment aux côtés de la rappeuse Cardi B pour coécrire. Et quelques mois plus tard, il prend tout le monde à contre-pied en s'associant à Ed Sheeran et à la star de la country, Chris Stapleton. Une preuve supplémentaire de sa polyvalence absolue. En 2020, Bruno Mars rompt sa solitude créative et invite Anderson .Paak dans son studio privé. Anderson, c'est un chanteur, DJ, batteur, rappeur et producteur américain. Et en fait, il a assuré sa première partie à Bruno Mars lors de sa tournée mondiale 24K Magic World Tour, notamment sur des dates européennes. Une complicité solide s'est installée, mais le rythme de la tournée les a séparés. Bref, chacun est retourné à ce moment-là à ses projets, jusqu'en 2020. Un soir, Bruno Mars appelle Anderson, le jour de son anniversaire d'ailleurs, et il lui dit qu'il vient de trouver la suite d'une petite mélodie qu'ils fredonnaient tous les deux en blaguant sur la route de la tournée. Anderson débarque au studio, un peu ivre, parce que c'est le jour de son anniversaire. Il s'installe derrière les cymbales et enregistre toute une section rythmique de ce qui deviendra ce titre. Cette session agit comme un déclic, les deux artistes s'enferment alors dans une sorte de compétition amicale où chacun tente d'impressionner l'autre musicalement, artistiquement. Ils composent des structures complexes, accumulent plus de 35 accords par morceau et cherchent le nom parfait pour leur projet. Ils décident de faire écouter les maquettes à Bootsy Collins, l'ancien bassiste du groupe Parliament Funkadelic. Il valide immédiatement la démarche. C'est lui qui baptise officiellement le duo Silk Sonic. Le duo sort donc son tout premier single. Le public et l'industrie se laissent totalement séduire par ce retour au groove organique. Et comme d'habitude, finalement, pour Bruno Mars, le morceau s'empare de la première place du Billboard encore. Et tout ça, ce n'est qu'un avant-goût. En novembre 2021, le duo livre enfin son projet complet. L'album est un chef-d'œuvre, un voyage nostalgique, immersif dans les plus belles heures de la musique afro-américaine des années 70. Lors de la 64e cérémonie des Grammy Awards, le groupe se présente comme le grand favori de la soirée et réalise un nouveau balayage historique en remportant 4 trophées majeurs, dont le très prestigieux prix de la chanson de l'année et de l'enregistrement de l'année. En montant sur scène, Bruno Mars décroche un record en devenant l'un des rares artistes de l'histoire à remporter la catégorie reine de l'enregistrement de l'année à 3 reprises au cours de sa carrière. Encore un triomphe. Fort de cet immense succès, le duo ne s'arrête pas là et décide de porter l'expérience Silk Sonic à un autre niveau. Ils annoncent une résidence exclusive à Las Vegas. Bon, en réalité, pour Bruno Mars, Las Vegas, c'est un peu une seconde maison puisque depuis 2016, l'artiste y mène une résidence solo historique et ultra lucrative. Mais cette fois, ils le font à 2. Et alors que la machine tourne à plein régime et que l'album des deux artistes fait figure de favori pour les prochaines saisons des récompenses, notamment les Grammy, Bruno Mars prend tout le monde de court. Il annonce officiellement que Silk Sonic ne soumettra pas son album à la course des Grammy Awards de 2023. Dans un milieu d'ordinaire obsédé par les chiffres et les trophées, la démarche est quand même plutôt étonnante, mais les deux artistes estiment avoir déjà tout gagné avec leur premier single, ce qui n'est pas totalement faux, et ils préfèrent s'effacer pour laisser la place à d'autres artistes. Après des dizaines de représentations à Las Vegas, l'aventure Silk Sonic touche doucement à sa fin. Le duo décide de mettre un terme à la résidence et se sépare en d'excellents termes, laissant le champ libre à Bruno Mars pour imaginer son prochain coup d'éclat. Je dois quand même préciser à ce moment-là de la vidéo que cette résidence a donné lieu à une énorme rumeur. Un média a affirmé que Bruno Mars était un joueur compulsif et qu'il aurait une dette de près de 50 millions de dollars auprès des casinos MGM, là où il se produit, et ce serait pour ça qu'il était bloqué à Vegas depuis 2016, mais les casinos vont publier un communiqué en démentant, en
En 2025, lorsque Spotify va annoncer qu'il passe la barre des 150 millions d'auditeurs mensuels, il va riposter la news avec la légende suivante: continuez à streamer, je vais bientôt pouvoir rembourser ma dette. Voilà, donc il a pris ça avec humour, mais c'était à souligner. En parallèle de tout ça, Bruno Mars est un entrepreneur hors pair, il investit massivement en dehors de la musique, il gère sa marque de rhum de luxe Selva-Ray Rum, il collabore également avec la société Fender pour concevoir ses propres modèles de guitare et dessine la collection capsule de prêt-à-porter Ricky Regal pour Lacoste. En parallèle, il concrétise son amour pour Las Vegas en y ouvrant son propre bar de jazz exclusif, The Pinky Ring. Il y assure d'ailleurs lui-même la programmation artistique. Et alors là, sans la moindre annonce, sans aucun teasing, sort de nulle part ce single. Bruno Mars s'associe à une icône absolue, Lady Gaga. Dès les premières heures, la chanson s'empare des plateformes de streaming. Le morceau brise les records de rapidité. Il devient le titre le plus rapide de l'histoire à franchir le cap du milliard d'écoutes sur Spotify. Portée par une alchimie vocale entre les deux artistes, la chanson s'installe au sommet du Billboard pendant 18 semaines consécutives. Mieux encore, elle décrochera le prix de la meilleure performance pop en duo lors de la 60e cérémonie des Grammy. Gaga, I'm so honored to be a part of this song with you. I'm so honored to have a small part in your giant musical legacy, and I really truly believe that God gave us this song to sing together, so thank you so much. Quelques mois après la sortie, Lady Gaga a confié au magazine Rolling Stone à quel point travailler avec un artiste aussi légendaire que Bruno Mars l'a marqué. He is so kind and generous. One of my favorite things about working with him on this song is he wanted me to be myself. You pray that if you work with someone as legendary and incredible as Bruno Mars, that they're going to be as amazing as you thought they were, and he totally is. Bruno Mars possède cette capacité unique à s'inviter dans l'univers des plus grandes stars de la planète sans jamais diluer sa propre identité ni la leur. Théorie d'ailleurs confirmée dans ce tout nouveau hit. Bruno Mars s'associe à Rosé, la voix du groupe de K-pop Blackpink. Récemment signée sur le même label que Bruno, Rosé travaille alors sur son premier projet solo. Une nuit pour détendre l'atmosphère avec son équipe, elle décide de leur apprendre la Patte Game, un jeu à boire traditionnel ultra populaire chez les jeunes en Corée du Sud. Petit extrait du jeu pour comprendre. Et elle se met à fredonner le rythme au micro, une ébauche prend forme, mais en rentrant chez elle, elle panique un peu. Elle pense que le morceau va être pris un petit peu comme trop léger et elle demande à ses producteurs de l'effacer des fichiers. Évidemment, personne ne le fait. La maquette va être présentée à Bruno Mars lors d'une réunion organisée par le label quelques temps plus tard. Et il va être tout de suite intrigué par ce mot appâteux qui tourne en boucle. Il se fait expliquer le concept et flash immédiatement sur son potentiel. Il rejoint le projet en tant que chanteur, co-auteur et producteur. Bruno Mars insiste pour garder le côté brut et spontané de la session originale. Le single s'impose comme le plus vendu à la fin de l'année 2025. Tandis que sur YouTube, le compteur de vues explose encore et rejoint le club fermé des vidéos au milliard de vues, étant précisé que APT a atteint le milliard en seulement 105 jours après sa sortie. Au début de l'année 2026, Bruno Mars officialise son grand retour en solitaire avec son tout nouvel album, The Romantic. Cet album est un retour aux sources de la grande chanson d'amour. Porté par le single, le titre foudroie la concurrence pour s'installer directement au sommet des classements. La critique est immédiatement séduite. Elle va saluer la performance d'un chanteur qui laisse sa voix s'érailler sans artifice. Le public valide en masse. The Romantic décroche la première place du Billboard dès sa première semaine. On y retrouve également ce titre. Durant les sessions d'enregistrement de l'album, Bruno Mars retravaille en secret l'un des titres phares du projet, justement. Le 8 mai 2026, il va publier une version intégralement chantée en espagnol, rebaptisée Lo arriesgo todo. C'est assez symbolique puisque si on se rappelle bien, 20 ans plus tôt, il s'est battu pour ne pas qu'on l'enferme dans une case de chanteur latino. Et là, il va s'emparer de cette langue selon ses propres règles, quand lui, il l'a décidé, quand lui, il le veut. Et ça, c'est chouette, c'est évidemment un triomphe. Bruno Mars est actuellement en tournée et il n'a pas fini de nous épater. Finalement, la formule magique de Bruno Mars, ce n'est pas seulement de la technique, elle est également profondément humaine. C'est l'histoire d'un artiste qui a transformé ses années de misère en une volonté farouche de donner un spectacle parfait. Aujourd'hui, les chiffres sont colossaux, plus de 200 millions de disques vendus, des dizaines de milliards d'écoutes et des records historiques. Il est devenu le dernier grand showman de notre époque, capable de transformer des milliards d'écoutes en milliards de sourires.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'artiste aux milliards d'écoutes qu'est Bruno Mars. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à booster la vidéo, à liker, t'abonner, commenter en me disant quels sont tes titres préférés de Bruno Mars, ça m'intéresse. Et quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle histoire qui a marqué l'histoire. À bientôt!